Et maintenant, nous allons avoir Sandra Saint-Fleur qui va nous présenter les estimations du mouvement sismique à Port-au-Prince, qui doit être quelques résultats qu'il a obtenus pendant qu'il faisait sa thèse de doctorat à l'université de Nice. Gamme de travailleurs qui n'y a rien. Je voudrais tout d'abord commencer ma présentation par remercier deux personnes importantes, c'est Dominique Boisson et Roubert Plaisir, qui m'ont encouragé à endosser la veste de géotechnicien et sismologue. Merci également à Emmanuel et Bernard qui m'ont soutenu et bien encouragé pendant mon séjour niçois. Et merci à Jean-François. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de thèse sur l'estimation des mouvements sismiques à Port-au-Prince par des mesures d'amplification locale et de simulation numérique. Donc actuellement, je suis à la faculté des sciences comme professeur, membre de l'URGO. Je contribue également au LNBTP et je faisais ma thèse au laboratoire Géo-Azur avec du financement IRD à l'université Côte d'Azur. On ne saurait jamais rassasié de parler du contexte sismotectonique d'Haïti avec ses grandes failles dans le nord et dans le sud. Et ici, j'ai mis la sismicité historique sur l'île, c'est-à-dire Haïti d'un côté et la République dominicaine de l'autre côté. Donc, on voit que le XVIIIe siècle est particulièrement marqué par des tremblements de terre en 1770 et 1751. On voit également un tremblement de terre en 1842 au Cap-Haïtien. Et plus proche de nous, en 2010, il y a le grand tremblement de terre de magnitude 7. Et ici, je vous présente, c'était un tremblement de terre avec des dommages colossaux, avec une magnitude estimée à 7 à 25 km de Port-au-Prince, avec beaucoup de dégâts. Sur les images ici, on voit un quartier résidentiel à Port-au-Prince, donc il y avait beaucoup de destruction et beaucoup de dommages. Et après tout le tremblement de terre, eh bien, on a lancé des travaux scientifiques. Un groupe de chercheurs américains ont essayé de corréler les dégâts observés, les dommages avec la carte topographique. Donc ici sur la carte en bleu, c'est la partie où il y a une faible pente. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur certaines parties, comme exemple par ici, il y a une concentration de points rouges. Les points rouges représentent là où il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages. Et les points noirs représentent de préférence de faibles dégâts. Donc on voit qu'en partie, sur certaines zones, il y a une concentration de dommages. Et ce même travail a été réalisé avec la carte géologique en background. On voit également que sur certaines zones, dans certaines parties, il y a une forte concentration, comme ici dans la plaine. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont tiré de ces deux travaux? Eh bien, on a constaté que la situation est complexe, avec une distribution de dommages qui n'est pas du tout uniforme sur la métropole de Port-au-Prince, mais toutefois, il y a quand même une corrélation par endroit entre la géologie et la topographie. Donc, ça représente une certaine variabilité du mouvement sismique sur la ville de Port-au-Prince, et cette variabilité sismique est probablement liée au contexte géomorphologique de la zone. Donc, nous, à travers nos travaux de recherche, on a essayé de quantifier, même pas essayé, on a quantifié cette variabilité. Donc, pour cela, on a utilisé de grands axes pour quantifier cette variabilité. Dans un premier temps, on a détecté les effets de site avec la recherche de l'origine de ces effets. Et dans un second temps, on a utilisé des méthodes de simulation pour voir pour voir le mouvement sismique à Port-au-Prince. Donc nous, on n'a pas utilisé la même méthode de simulation que Robidoui, on a utilisé plutôt des méthodes de simulation stochastique et de la modélisation numérique. Donc je vais vous parler dans un premier temps de mes calculs de réponse des sites. Avant tout, c'est quoi la réponse des sites? Ici, on voit tout le schéma du processus de tremblement de terre. En profondeur, la roche accumule une certaine quantité de contraintes, et quand cette contrainte atteint un seuil, eh bien, il y a la rupture
la propagation d'ondes et l'onde arrive jusqu'en surface. Et arrivé en surface, le site réagit par rapport à l'onde. Donc la réaction du site vis-à-vis de l'onde, ça va appeler la réponse sismique. Donc on voit que par droit, il y a amplification des ondes sismiques, surtout dans les couches meubles ou au sommet des collines, ce qui entraîne un allongement de la durée du signal et une aggravation des dommages. Et pour cela, il y a différents types d'effets de site, des effets de site lithologiques liés à des remplissages sédimentaires et des effets de site topographiques, également des effets non linéaires. Dans le cadre de nos travaux, on n'a pas pris en compte les effets de site non linéaires. Ici, c'est un exemple d'effet de site. On voit ici des enregistrements du séisme de 1995 en Grèce, c'était à Kozani. Et bien, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure? On voit que pour le même séisme, à certains endroits, on a de très faibles mouvements, c'est surtout dans les parties rocheuses, tandis que quand on est dans la plaine, le mouvement est beaucoup plus fort. Donc, on a observé ici une variabilité dans l'enregistrement du mouvement sismique. Et pour calculer cette variabilité, il y a plusieurs méthodes dépendant des données qu'on a. Quand on a des données géologiques et géotechniques, eh bien on peut faire de la modélisation numérique ou encore on peut estimer grossièrement la fréquence de résonance en fondamentale. Quand on a des séismes ou des tirs, on peut appliquer des méthodes de rapport spectral pour déterminer la réponse des sites et également pour le bruit de fond sismique, on peut utiliser la méthode H sur V pour déterminer la réponse du site. Donc, nous, dans le cadre de notre étude, on a utilisé des données géotechniques et géologiques pour modéliser numériquement la réponse du site. En gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on considère une colonne de sol, on fait passer un signal à la base de cette colonne de sol et on regarde ce qu'on a en surface. Donc, comme on a en surface et au rocher, on peut déterminer la modification du signal par la colonne de sol. Donc, voici les données qu'on a utilisées comme données géologiques. C'est la carte géologique de Terrier dans les travaux de microzonage sismique. Les données géotechniques collectées au LNBTP, Géotech-Sol, URGEO et GER. Quand on a combiné ces deux groupes, ces deux catégories de données ensemble, eh bien on a obtenu une carte lithostatique graphique avec ici les différentes unités. Donc, on voit ici en vert, c'est le massif de la selle. Après, il y a le dépôt gravitaire en rose et en jaune. Et après, on voit les unités, les alluvions fluviatiles et les alluvions marines sur cette carte. On a utilisé cette carte pour déterminer des colonnes de sol. Voici mes colonnes de sol. J'ai déterminé des colonnes de sol au voisinage des différentes stations sismologiques existantes. Donc là, j'ai représenté 6 colonnes de sol avec d'un côté la structure du sol avec les différentes couches. Ici, il faut bien remarquer que la limite des couches ici, c'est une limite sismique, je dirais, parce que j'ai utilisé les paramètres de VS30 pour déterminer les limites. Et il y a également le profil de VP et VS à côté de mes colonnes de sol. Voici le résultat obtenu pour cette simulation numérique. Donc on voit que la réponse à Port-au-Prince est très compliquée, c'est très complexe. Il n'y a pas beaucoup d'amplification comme on peut s'y attendre, mais on sait que la limite de nos colonnes de sol avec la profondeur des colonnes. Donc ici c'est une visualisation c'est pour visualiser l'effet de site à Port-au-Prince. C'est une réplique enregistrée après le tremblement de terre de 2010. On voit que c'est très variable d'une station à une autre. Quand on est dans le massif de la selle HCEA, le signal il est beaucoup plus faible que quand on est à HVPR près de la côte. J'ai utilisé des méthodes de rapport spectraux pour déterminer la réponse de ces sites. C'est la méthode H sur V et la méthode site sur référence. Voici ce que j'ai obtenu pour la méthode H sur V. La méthode H sur V, c'est quand je divise mes composantes horizontales par la composante verticale. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est très compliqué d'interpréter la méthode H sur V sur Port-au-Prince, mais ce qui ressort très clair, c'est que sur les stations HTEA et PAPH,
on a très peu d'amplification. Pour la suite de cette étude, on va considérer ces deux stations comme stations de référence. Voici le résultat obtenu pour la méthode situ-référence. On voit qu'à basse fréquence, même jusqu'à 5 Hz, pour la station HVPR, on a observé une amplification liée au dépôt d'alluvions qu'il y a dans cette zone, et tandis qu'à HVCV vers Canal des Verts, il y a des amplifications plutôt liées à de l'amplification topographique. Une comparaison des différentes méthodes, c'est-à-dire des méthodes de simulation numérique et empirique, eh bien on voit qu'à haute fréquence, on a des résultats qui sont très proches, tandis qu'à basse fréquence, on n'arrive pas à modéliser notre effet de site à partir des simulations numériques. J'ai également utilisé la méthode de Stockwell pour traduire le mouvement, pour visualiser le mouvement à Port-au-Prince. Eh bien, on voit que sur la station HVPR, le contenu fréquentiel à basse fréquence est beaucoup plus présent que sur la station HCEA. Cette prolongation, cet allongement de la durée du signal traduit l'amplification sismique qu'on a à Port-au-Prince. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que les amplifications sont variables d'une station à l'autre, et à haute fréquence, les trois méthodes donnent des résultats assez comparables, tandis que seule la méthode situ-référence permet d'estimer les effets de site à basse fréquence. Forte amplification topographique à HVCV et forte amplification lithologique à HVPR. Maintenant, je passe à ma dernière partie qui c'est la simulation des mouvements forts. Eh bien, il y a plusieurs méthodes pour prévoir ce qui va se passer quand le sol bouge. Il y a des méthodes de prédiction des équations de prédiction de mouvement fort. Mais le problème avec ces équations de prédiction de mouvement fort, c'est qu'il n'y a pas les signaux en temps et on dispose toujours pas de GMPs pour toutes les zones, comme c'est le cas à Port-au-Prince. Donc pour cela, il fallait trouver des méthodes de prévision de mouvements sismiques appropriées. Et bien nous, on a utilisé des simulations de mouvements, on a utilisé la méthode des fonctions de Green empiriques. En gros, c'est quoi la méthode des fonctions Green empiriques? On prend un petit événement, et bien on fait la somme stochastique pour simuler un mouvement beaucoup plus fort. Dans ce second temps, on a appliqué une autre méthode qui s'appelle, que j'ai appelée la méthode des fonctions de transfert. La méthode des fonctions de transfert, c'est que je considère mon site au rocher, très peu d'amplification, avec la fonction de transfert d'un site voisin, je combine avec le signal au rocher et ça me permet de simuler le mouvement sur le site voisin. Voici les différents séismes que j'ai utilisés comme fonction Green empirique. Et voici ce que j'ai obtenu comme simulation à Port-au-Prince. Là, j'ai simulé pour mes stations du réseau sismologique haïtien qui était en place après 2010, mais on sait très bien maintenant que beaucoup d'entre eux, ces stations ne marchent plus. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la station HVPR et HVCV, on a enregistré de forts mouvements comme on avait vu pour la méthode des rapports spectraux, tandis que sur les autres stations, il y a un mouvement beaucoup plus faible. Ce qui est important de retenir, c'est que ce matin, Robidoui avait trouvé 0,45 comme PGA sur certaines stations à Port-au-Prince. Moi, à la moyenne, c'est vers 0,30 G. Et mon séisme, il est un peu plus petit, c'est 6,5 comparé à celui de Robidoui qui est de 7. Et également, mon séisme, il est un peu vers Léogane. Oui, vers Léogane. C'est à peu près au même endroit que Roby. Mais par ailleurs, on voit très bien que ça peut atteindre jusqu'à 1 G. Donc, parce que moi, j'ai utilisé une simulation avec plein de fonctions sous-temporelles pour prendre en compte un peu la variabilité et on arrive à trouver des simulations jusqu'à 1 G. Et ce qui est important, c'est que dans ma méthode de simulation, je prends en compte les effets de site. Pas que la classe de sol, mais je prends en compte effectivement l'effet de site et à partir de cette méthode. Mais ce qui est contraignant dans cette méthode, on peut l'appliquer qu'aux endroits où on a des stations sismologiques. Pour passer de cette limitation, j'ai utilisé l'autre méthode qui est une méthode hybride où je combine des fonctions de transfert avec un signal
au rocher. Donc voici la méthode, c'est que j'ai mon site sédimentaire ici avec sa fonction de transfert, j'ai mon signal au rocher, et bien je prends la fonction de transfert, je combine avec le signal au rocher et ça me donne le signal sur le site instrumenté. C'est-à-dire ici je peux me passer de la station sismologique, dès que j'ai une station au rocher et la fonction de transfert à différents endroits, je peux simuler pour ces sites. Donc, voici ce que... Donc, voici ici ce que j'ai. C'est la fonction de transfert avec les SSR. Je combine avec le spectre de Fourier du signal au rocher. J'ai utilisé le même spectre de phase que le signal au rocher. Donc, voici ce que j'obtiens comme résultat. J'ai mis ici les résultats des deux stations les plus importantes pour moi, c'est-à-dire la station HVCV et la station HVPR. Ici, c'est la simulation à travers ma première méthode, fonction green empirique. Et ici, c'est ma simulation avec la deuxième méthode, qui est la méthode des fonctions de transfert. On voit que les signaux sont presque identiques pour les deux méthodes. Sauf que si on regarde de très près la station HVPR, on voit que la simulation par fonction de transfert n'arrive pas à reproduire l'allongement de la durée du signal. Pourquoi? C'est parce que comme on avait utilisé le spectre de phase du signal au rocher, donc j'arrive pas à simuler à partir de ma deuxième méthode l'allongement de la durée du signal. Qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à cette limitation? Eh bien, au lieu d'utiliser le spectre de phase de mon signal au rocher, j'ai utilisé les résultats SSR de mon site, c'est-à-dire la fonction de transfert pour le site, mais j'ai plutôt utilisé le déphasage entre les deux sites. Donc, au lieu de combiner spectre de Fourier ici, et je garde un spectre de phase ici, eh bien, je combine spectre de Fourier pour site sédimentaire et spectre de Fourier pour site au rocher, mais j'additionne le spectre de phase qui représente le déphasage entre les deux stations et le spectre de phase que j'ai ici. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat pour les deux stations? Eh bien, je vois qu'à partir de cette méthode, j'arrive très bien à reproduire l'allongement de la durée du signal. Ici, c'est le résultat quand j'avais utilisé le spectre de phase du haut rocher. Ici, c'est le résultat quand j'ai utilisé le déphasage. Je vois que très bien, à partir de cette méthode, j'arrive à reproduire l'allongement de la durée du signal. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la culture géomorphologique est très compliquée à Port-au-Prince, ce qui conduit à des effets de site complexes et très variables d'une station à une autre. Eh bien, l'estimation à partir de la méthode SSR donne de très bons résultats et mes méthodes de simulation me permettent d'estimer le mouvement à Port-au-Prince. C'est important parce qu'après le séisme de 2010, il n'y avait pas de station sismologique à Port-au-Prince. Donc, à partir de ma méthode, on pourrait regarder ce qui se passerait s'il y avait un séisme, si on a enregistré un séisme dans le futur, pareil que ce qui a été fait en 2010. Perspective, il faut améliorer le sous-sol haïtien afin de mieux modéliser numériquement la réponse sismique. Il faut pérenniser et étendre le réseau afin de continuer à travailler dans ce sens, déterminer des fonctions de transfert complexes, sensibiliser la population, poursuivre la formation des ingénieurs dans le domaine de la sismologie. C'est en bonne voie parce qu'il y a un master à la faculté des sciences où on donne des formations pour les ingénieurs qui veulent devenir des géophysiciens ou des spécialistes du risque, et il faut lancer des études de renforcement du bâtiment. Ce qui est important à rappeler, c'est que maintenant on a deux saisons en même temps en Haïti. Saison cyclonique là, où on va avoir un cyclone, mais on a aussi la saison sismique. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la saison sismique commence le 1er janvier pour terminer le 31 décembre. Donc en même temps qu'on essaie de regarder le cyclone là qui arrive, il faut regarder le tremblement de terre qui arrive en même temps. Donc c'est important de voir ça. Et sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci en plus. Dans la diapositive,
qui parle du séisme de Kozani en Grèce. Tu as montré que quand on était sur le rocher, les mouvements étaient très faibles. Alors que dans la diapositive où tu présentes ici ce qui s'est passé en 2010, j'ai vu que dans la plaine, les mouvements étaient faibles aussi. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, ici. En fait, ce que je n'ai pas ajouté sur cette carte, c'est qu'en plus des effets de site ici, on a aussi l'effet d'atténuation. Parce que le séisme représenté ici, il arrive de l'Eogan, c'est-à-dire un peu à l'ouest. Et si on regarde la station Uzem, c'est la station a priori la plus éloignée. Donc, ce qu'on peut interpréter, c'est qu'ici à Uzem, on a déjà le phénomène d'atténuation qui agit sur le signal. Tandis que si on regarde la station HVPR ou HVM, HVGZ, on devrait. Parce que normalement, ce qui se passe, c'est que dans le cas idéal, quand on a un séisme, à mesure que le s'éloigne, donc il faut une diminution de l'amplitude du signal. Ça, c'est le cas idéal. Mais quand on a un séisme réellement, un peu plus loin, on peut voir qu'il y a une sorte d'augmentation de l'amplitude. C'est ce qu'on appelle l'effet de site. Donc ici, sur les stations, par exemple, on peut regarder HPLZ, c'est plus près du séisme. Et le signal, il est plus faible sur HPLZ que HVPR plus loin. Ça, c'est l'effet de site. C'est-à-dire que pour la station USM, il y a ce phénomène d'atténuation. Moi, en tant que citoyen, je veux savoir. Je suis Charlie Kamede, je suis architecte. Donc, moi, en tant que citoyen, je veux savoir le plus, c'est-à-dire, ça c'était une analyse pour moi très théorique. Qu'est-ce qui arrive après ce résultat? C'est quoi le désastre? Comment rendre ça pratique, ce résultat? Donc, ma question c'est pour Sadrach. Je sais que tu as travaillé sur les effets de site pendant environ 4 ans. Je voulais juste te poser la question par rapport aux cartes d'effets de site réalisées par le microzonal de Port-au-Prince. Quel est ton avis scientifique sur cette carte d'effets de site réalisée par le microzonal de Port-au-Prince pour les ingénieurs qui vont utiliser cette carte? Il y a le travail pour le simple citoyen, le travail pour les chercheurs, pour les ingénieurs et pour les scientifiques. Ce qu'on fait ici, si on regarde bien dans mes recommandations, dans les perspectives, j'ai bien mis qu'il faut sensibiliser la population, expliquer quel comportement adopter en cas de séisme, parce que je vais dire un truc un peu paradoxal, c'est que le séisme n'est pas méchant. Il est gentil en plus. Il fait juste que nous réveillons un petit peu. Ce qui tue, c'est les constructions anarchiques, les constructions qui ne respectent pas la réglementation parasismique et le comportement adopté. Donc il faut continuer à vulgariser les résultats de la recherche, mais c'est important ce qu'on fait. Parce que c'est à partir de ces recherches-là qu'on va mettre sur pied des codes de calcul, on va réviser certainement, parce qu'actuellement on a le CNBH, mais on sait très bien que en fait on a mis sur place ce code à partir de Frankel. Frankel, ce sont des études qu'il faut réviser, donc on prend en compte par exemple la réglementation IBC. IBC, ça a été fait pour une partie des États-Unis avec contre les centrales nucléaires, tout ça, mais nous on n'en a pas, donc il faut bien réviser. Donc nous ce qu'on fait ici, c'est on essaie d'améliorer tout ça, mais il faut prendre en compte aussi le citoyen. Pour la question du microzonage sismique, je pense que le travail a été fait, donc on n'a pas utilisé les mêmes méthodes. Donc moi j'ai utilisé des données réelles de séisme enregistrées, eux ils ont utilisé HURV, la méthode HURV. Dans toute méthode, il y a des avantages et des inconvénients. Dans toutes les études, il faut toujours envisager à améliorer, mais c'était important de commencer par quelque chose.
Donc aujourd'hui, il y a le microzonage sismique. Peut-être dans 5-10 ans, on va envisager d'améliorer le microzonage sismique, mais de toute façon, c'est une étude qui a été faite, donc je pense qu'on peut toujours l'améliorer. De toute façon, il faut faire des études comme ça, il faut continuer dans ce sens. Maintenant, je vais travailler afin de pouvoir essayer d'intégrer mes données dans le microzonage sismique. D'ailleurs, j'ai discuté un peu avec le directeur du LNBTP. Donc, moi, je pense que c'est un travail qui a été fait, qui mérite peut-être d'améliorer à l'avenir. Mais pour l'instant, on a le microzonage sismique et il faut l'utiliser. De manière générale, ce qu'on peut faire avec ça, par exemple, dans le premier projet que j'ai présenté, j'ai fait des calculs des accélérations. Okay? Donc, si quelqu'un veut faire un bâtiment, par exemple, il faut prendre les forces sismiques en considération. Par exemple, si on veut construire un bâtiment, c'est l'architecte fait le bâtiment. Si on veut mettre ça à Port-au-Prince, tu n'as pas la même si on veut mettre ça dans une région, par exemple, où il y a des montagnes. Comme on peut voir, si on considère l'accélération de 0.4G, par exemple, c'est l'accélération en fonction de la température en force sismique sur le bâtiment. Donc, en gros, un bâtiment à un étage n'aura pas le même déplacement qu'un bâtiment à 10 étages. Donc, l'ingénieur, l'architecte doivent prendre en considération de ces calculs, dépendamment de la région, dépendamment de la zone sismique, ou disons que de l'accélération. Ça, c'est un. Deux, par rapport au modèle de vitesse. Par rapport au modèle de vitesse, à présent, quand on fait une relocalisation, on utilise le modèle 1D. Comme j'ai pu le remarquer, le modèle 1D n'est pas le même partout. Donc, du coup, il y a certains sinistres qui n'ont pas été bien localisés. C'est possible. Donc, en utilisant le modèle 3D, donc, on peut non seulement avoir un modèle beaucoup plus réaliste de la localisation d'un séisme, mais aussi on peut faire aussi une simulation sismique, une simulation de séisme pour voir exactement si on utilise le modèle 1D ou le modèle 3D, est-ce qu'on a la même accélération par exemple. Donc, il y a beaucoup de façons d'intégrer ça, donc, mais ça c'est la partie de base, et puis l'ingénieur peut utiliser ça pour faire des estimations pour voir exactement est-ce que 0.4G, est-ce qu'il peut dimensionner un bâtiment à 0.4G ou à 0.5G. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence et de vos activités aujourd'hui et on espère vous avoir tous demain. Ne vous étiez pas impressionnés par Irma et on vous attend demain.